Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Installez-vous confortablement devant votre média panafricain. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous donner d'abord l'information en langue anglaise. C'est avec vous, Njix. Good day. Good day, Lundu. Good day, dear audience of You Midi Africa. We kickstart this first segment in the West African nation of Mali, where the government has suspended new artisanal mining permits for foreign nationals following two deadly mining accidents that killed dozens. The decision comes after a February 15 mine collapse in Kayes region, claiming 43 lives, mostly women, and a January 29 tunnel flood that killed 13 miners, including children. As one of Africa's top gold producers, Malian officials have stated that they will continue to protect the sector. Here is a recap of that story. Mali has suspended the issuance of new artisanal mining permits to foreign nationals following two deadly incidents that claimed dozens of lives. The decision, announced after a Council of Ministers meeting on Wednesday, comes in response to the collapse of an artisanal gold mine on February 15, which killed 43 people, mostly women, in the Kayes region. Earlier on January 29, 13 miners, including women and children, died when a tunnel flooded in southwest Mali. The government also approved the dismissal of administrative and security officials linked to the incidents. Mali, one of Africa's top gold producers, hosts major international mining firms including Barrick Gold and Bitter Gold. Since seizing power in 2020, Mali's military leaders have sought greater control of the state-over mining sector amid soaring gold prices. This has led to disputes with foreign companies, including an ongoing conflict with Barrick. The country's industrial gold production plummeted by 23% after the year 2024. These measures comes after the government reaffirmed its commitment to responsible and ensuring responsible mining activities across the West African country. In Tunisia, the government of the North African country disclosed on Wednesday, March 5th, that the nation is seeking to increase phosphate production about five-fold to 14 million metric tons in 2030, a move to restore the sector, as it tells Bukamarambi. In a bid to improve the phosphate mineral sector, Tunisia seeks to increase phosphate production about five-fold to 14 million metric tons in 2030, says the country's government on Wednesday. The move also is to revive the North African country's public finances. Once one of the world's largest producers of phosphate minerals used to make fertilizers, Tunisia's market share fell after the 2011 revolution. Since then, localized protests and strikes have steadily cut into production and caused billions of dollars in losses. Tunisia currently produces less than 3 million tons of phosphate per year, down from about 8.2 million tons in 2010. Following a cabinet meeting, the government said in a statement that it had approved the program to develop phosphate production and transportation during the 2025 to 2030 period. It added, and I quote, "Phosphate is national wealth that must regain its position, which has always contributed significantly to strengthening the financial resources, thus helping the economy recover." End of quote. According to Statista, in 2022, the total production of phosphates in Tunisia amounted to just over 1 million metric tons. The country's phosphate production decreased slightly from the previous year at around over 108 million metric tons. The production volume of phosphate reached a peak of around 1.15 million metric tons in 2017 during the period under review. Away from Tunisia, we now make a stop in West Africa, where stakeholders at the National Economic Dialogue 2025 in Ghana have urged President John Dramani Mahama to, of course, take urgent steps to restore macroeconomic stability and rebuild confidence in the nation's economy. Via a communique issued at the end of the two-day event, they highlighted key reforms including enhanced fiscal and monetary policy coordination, tax reform,
reforms, infrastructure investment, as well as private sector engagement as essential measures for economic resilience and long-term transformation. A recap of the dialogue in this report. Stakeholders at the just ended National Economic Dialogue 2025 in Ghana have urged President John Dramani Mahama to prioritize macroeconomic stability by enhancing coordination between fiscal and monetary policies to ensure confidence in the economy. A communique issued by the National Economic Planning Committee, chaired by Dr. Ishmael Yamson, outlined 6 key areas for economic resilience and transformation. Among the recommendations were review of the foreign exchange retention regime, major tax reforms, including expanding the tax net and revising value-added tax rates and measures to address revenue leakages. The stakeholders also called on the government to pursue inclusive and sustainable growth, particularly in agriculture. They proposed establishing new agricultural institutes and enhancing existing ones to drive innovation and industrialize agricultural production. Additionally, they recommended institutionalizing government-private sector engagement to unlock business potential and ensure private sector-led growth. To tackle the country's infrastructure deficit, the communique suggested introducing new investment assets through the Ghana Stock Exchange and the Ghana Infrastructure Investment Fund. Other proposals included structural reforms in key sectors, such as a comprehensive review of ECG's operations to prepare for potential private sector participation, eliminating illegal mining Galamsey, and resolving inefficiencies in the cocoa value chain. In response, President John Dramani Mahama on his part stated that Ghana needs to benefit from its natural resources to revert its present predicament. Ghana must earn more from its natural resource endowment if we are to create wealth and prosperity for our people. My fellow citizens, agriculture is a vital sector of our economy that must be modernized through mechanization, improved irrigation, and the adoption of technology-driven innovations to enhance productivity and ensure food security. We must also harness the power of technology to bridge the digital divide, ensuring that every Ghanaian, no matter their location or background, has access to the opportunities that the digital economy provides. High-speed internet and robust digital infrastructure are no longer luxuries. They are necessities that fuel economic growth and global competitiveness. My fellow citizens, all this must be underpinned by urgent governance reforms that promote transparency and hold leadership accountable to the people in whom sovereignty resides. The dialogue also emphasized good governance and accountability, urging the government to relentlessly combat corruption and accelerate constitutional reforms that will link public sector remuneration to productivity. Held at Accra International Conference Center from March 3 to 4, 2025, under the theme Research in Ghana, Building the Economy We Want Together, the two-day event brought together government officials, civil society organizations, traditional authorities, industrialists and policymakers to chart a path for Ghana's economic future. And that is in a bid to revert Ghana's economic impasse. Meanwhile, to now evoke the Middle East crisis to stop in Cairo, Arab leaders have endorsed an Egyptian-led $53 billion reconstruction plan for Gaza, rejecting any displacement of Palestinians in a move that challenges U.S. President Donald Trump's controversial proposal for the enclave. The decision, announced at a summit that took place in Cairo on Tuesday, have been welcomed by Hamas but criticized by Israel and the United States, deepening divisions over Gaza's future governance and rebuilding efforts. Here is the rest of that meeting. Arab leaders have approved an Egyptian-led plan to rebuild Gaza, allocating $53 billion for reconstruction while rejecting displacement of Palestinians. The move stands in stark contrast to U.S. President Donald Trump's controversial Middle East Rivera proposal, which had drawn global condemnation. The White House dismissed the Arab-backed initiative, arguing that it does not address the situation on the ground.
However, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi insisted that his plan, supported by Hamas but criticized by Israel and the United States, was the most viable path forward. Key questions remain about who will govern Gaza and how reconstruction efforts will be financed. Egypt has proposed an independent Palestinian technocratic committee to oversee aid distribution and administration under the supervision of the Palestinian Authority. The fate of Hamas, Gaza's ruling faction since 2007, also remains a critical issue. Hamas launched the October 7, 2023 attack on Israel that killed 1,200 people and led to more than 250 hostages being taken according to Israeli figures. In response, Israel's military campaign had killed over 48,000 Palestinians according to Gaza's health ministry and displaced nearly the entire population. Israel denies accusations of genocide and war crimes. Hamas has agreed to the Egyptian plan but insists on having a say in the committee's composition and agenda. Egypt's Foreign Minister Badr Abdulati confirmed late Tuesday that committee members had been selected. As diplomatic efforts continue, the future of Gaza remains uncertain, with global powers deeply divided over the path to lasting peace and stability. To wrap up this first segment now with the Russia-Ukraine war, German Ministry of Defense on Wednesday revealed that Berlin has reached its capacity to supply weapons to Ukraine from its own Bundeswehr arsenals. The spokesperson for the ministry, Michael Stempfler, disclosed in a press briefing, as he tells us Marumbi. On Wednesday, in a press briefing, the official spokesperson for the German Ministry of Defense, Michael Stempfler, revealed that Berlin has attained the limit of its capacity to supply weapons to Ukraine from its own Bundeswehr arsenals. He further stressed that Berlin as well needed to strengthen its own defense capabilities and make sure its European allies are well positioned. According to German government, Germany has been one of Kiev's most important supporters since the escalation of the Ukraine conflict in 2022 and has provided substantial military and as well financial aid to the country to the tune of some 44 billion euros. It's worth noting that the aid includes Leopard tanks, Panzer Force 3 anti-tank rockets and Gepard anti-aircraft self-propelled armored vehicles. The German statement comes when Kiev may face additional difficulties on the battlefield after Trump reconsidering plans to cut off Washington's support. Ukrainian President Zelensky has stated that Ukraine's ability to sustain its defense without external support is limited. Pavan televiewers, that report out of the African continent brings us to the end of this first segment of this bilingual news. But meanwhile, stay with us. Like every other day, the news continues in the French language. Bon après-midi, une fois de plus. Thank you so much, Njix. Mesdames et messieurs, il est 11h14 à Bamako, 12h14 à Douala et nous démarrons le tour de l'actualité par le Mali. Ce 5 mars, au Conseil des ministres, 4 mesures majeures ont été adoptées pour renforcer la sécurité sur les sites d'orpaillage et réduire les risques environnementaux. Notons que ces mesures ont été prises suite au drame survenu sur les sites d'orpaillage de Kokoyo et de Bilali. Voici les précisions de Bala. Au Mali, suite au drame survenu sur les sites d'orpaillage de Kokoyo le 29 janvier 2025 et de Bilali Koto le 14 février 2025, le Conseil des ministres a pris des mesures drastiques pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Et lors du Conseil des ministres tenu le 5 mars 2025, 4 mesures majeures ont été adoptées pour renforcer la sécurité sur les sites d'orpaillage et réduire les risques environnementaux. Au plan administratif, les actes de nomination de responsables administratifs directement impliqués dans la survenance des drames ont été abrogés. Cela concerne le préfet, les sous-préfets, les responsables des forces de sécurité, ainsi que les services locaux des eaux et forêts, de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, et du service subrégional de la géologie et des mines. Le gouvernement entend également renforcer
le cadre juridique. Ainsi, une relecture de certains textes juridiques sera entreprise pour mettre fin aux transactions dans le domaine environnemental, faciliter la récupération des équipements impliqués dans leur pillage et les intégrer au patrimoine de l'État. Une autre mesure prise reste le contrôle des permis d'exploitation. Les responsables des collectivités territoriales devront suspendre les permis d'exploitation des mines artisanales octroyés à des personnes de nationalité étrangère afin de mieux encadrer le secteur et de prévenir les futurs incidents. Notons que ces mesures relèvent la volonté des autorités de réguler de manière stricte le secteur de leur pillage, un domaine souvent marqué par l'insécurité, la mauvaise gouvernance et même les dommages environnementaux. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à protéger les populations locales et à assurer une exploitation responsable des ressources minières du pays. Merci à vous, Bala. Kigali a déclaré lundi 3 mars que Londres est tenu de lui payer le solde d'un accord controversé sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda, abandonné par le Royaume-Uni l'année dernière, sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays. En retour, le ministère britannique de l'Intérieur a indiqué ce 5 mars qu'il ne paierait pas le solde réclamé, affirmant que le Rwanda avait préalablement renoncé à tout paiement supplémentaire. Plus de précisions dans cet élément. Le conflit en RDC prend une dimension toujours plus alarmante. La situation humanitaire, déjà désastreuse, a été aggravée par les déplacements de population causés par les avancées du M23. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, il y aurait désormais plus d'1 million de réfugiés congolais à travers l'Afrique, principalement dans les pays voisins de la RDC. Les violations généralisées des droits de l'homme et les violences sexuelles dévastatrices ont entraîné des besoins humanitaires d'une ampleur sans précédent. L'Est de la RDC demeure l'une des pires crises humanitaires au monde. Près de la ligne de front, des cas de violences sexuelles, de violations des droits de l'homme, ainsi que de pillage et de destruction de logements et d'entreprises civiles ont été constatés. Dans les 2 dernières semaines de février, 895 cas de viol, soit 60 cas par jour, ont été signalés aux travailleurs humanitaires pour obtenir de l'aide. Les résidus d'explosifs constituent de graves risques pour les enfants et les agriculteurs qui essaient de cultiver les terres. L'accès à l'aide humanitaire pour les déplacés a été limité, laissant de nombreuses personnes vulnérables sans accès à l'aide vitale. Le cessez-le-feu annoncé par le M23 le 3 février n'a pas encore permis d'ouvrir des couloirs humanitaires fiables. La population congolaise est toujours confrontée à des pénuries imminentes de médicaments et de nourriture. De plus, le manque d'eau courante augmente le risque d'apparition et de propagation du choléra, ainsi que d'autres maladies. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme se sont inquiétées des risques liés au conflit qui bloquent l'acheminement de l'aide humanitaire et des fournitures vers les centres médicaux et d'aide aux victimes. Malgré ces difficultés, l'Organisation mondiale de la santé a récemment réussi à livrer 14 tonnes de fournitures médicales essentielles à Goma et au Nord Kivu. L'acheminement de l'aide humanitaire dans ces régions a été particulièrement difficile en raison de la prise des centres cruciaux par le M23. Face à une crise qui s'aggrave, nous appelons la communauté internationale à redoubler d'efforts pour soutenir la réponse humanitaire en RDC. Afin de faciliter la délivrance de l'aide humanitaire, nous appelons aussi une nouvelle fois toutes les parties impliquées à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour la réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu. Tandis que le conflit s'intensifie, le Rwanda semble perdre ses soutiens occidentaux les uns après les autres. Tout d'abord, les relations entre le Rwanda et le Royaume-Uni se sont détériorées. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'enverrait plus de fonds au Rwanda à la suite de l'annulation de l'accord sur les migrants conclu entre les deux pays. Le Rwanda a déjà reçu près de 307 millions de dollars, mais Londres refuse de verser les 63 millions restants. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a critiqué le Royaume-Uni pour ne pas avoir respecté ses engagements. Le Royaume-Uni avait demandé au Rwanda de renoncer discrètement à ce paiement sur la base de la confiance et de la bonne foi existant entre nos deux nations. Pourtant, le Royaume-Uni a rompu cette confiance par des mesures punitives injustifiées visant à obliger le Rwanda à compromettre sa sécurité nationale ainsi que par des commentaires incendiaires et irresponsables prononcés au Parlement par Ray Collins, ministre britannique pour l'Afrique. Nous suivons donc de près la question relative à ces fonds auxquels le Royaume-Uni est légalement tenu.
Récemment, le Canada a fourni une aide humanitaire de 15 millions de dollars aux populations affectées de l'Est du Congo. Suivant l'exemple du Royaume-Uni, le Canada a pris des mesures à l'encontre du Rwanda, imposant des restrictions à l'exportation de biens et de technologies, suspendant toute nouvelle coopération bilatérale. Ottawa motive cette décision par la violation de la souveraineté de la RDC par le Rwanda. Suite à ces déclarations, le ministère rwandais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur canadien et a exprimé son désaccord avec les accusations sur le rôle du Rwanda dans le conflit, déclarant que les mesures imposées ne résoudraient pas la situation. Le Canada accuse délibérément le Rwanda d'avoir commis des atrocités dans l'est de la RDC, alors que ces crimes sont commis en plein jour par les forces armées et les milices gouvernementales de la RDC. Le Canada ignore ouvertement les problèmes du Rwanda en matière de sécurité et la dissimulation de la persécution perpétrée par le gouvernement de la République et par les milices génocidaires des FDLR qui lui sont alliées à l'encontre des communautés congolaises des Tutsis dans le nord et le sud Kivu, ainsi qu'en Ituri. L'Allemagne s'est également jointe à la pression diplomatique condamnant le soutien de Kigali au M23 et l'implication des forces de défense rwandaises dans les combats dans le nord et le sud Kivu. L'Allemagne fournit au Rwanda une aide annuelle d'environ 53 millions de dollars axée sur le développement économique, la production de vaccins et les initiatives climatiques. Cependant, ce mardi, le ministère allemand du Développement a déclaré qu'il suspendait tout nouvel engagement financier envers le Rwanda. Le ministère a également ajouté qu'il restreindrait davantage la coopération bilatérale avec Kigali. L'Allemagne a également déclaré qu'elle chercherait à obtenir une réponse plus ferme dans le cadre des programmes internationaux. Et merci à nos correspondants. Nous ne vous proposons pas d'aller au Brésil, que l'on associe souvent à cette fête, mais plutôt en Guinée-Bissau. Lui aussi, pays lusophone pour son carnaval, unique en son genre, car il mélange les traditions originelles du carnaval du Brésil avec les traditions africaines pour le plus grand plaisir des visiteurs. Nous vous proposons de vous mêler aux festivaliers. L'édition 2025 de ce carnaval de Guinée-Bissau bat son plein, comme vous pouvez le voir. L'ambiance est vraiment au rendez-vous pendant 4 jours. Eh bien, toute la population se déplace en masse dans les rues de la capitale afin de participer à cette grande fête populaire. Plus grand événement culturel du pays, les participants se déhanchent au rythme du goumbé, musique traditionnelle très prisée par la population. Plusieurs groupes de danse traditionnels venus de tous les quartiers de la capitale, mais aussi des autres régions du pays, participent au concours de danse et autres activités culturelles prévues pour l'occasion. Le carnaval de Guinée-Bissau est unique en son genre car il mélange à la fois les traditions originelles du carnaval du Brésil avec des traditions africaines. Un mélange détonnant qui fait le plaisir des visiteurs. C'est l'événement culturel le plus attendu de l'année et ça se sent, on sent une véritable ferveur populaire. Pour tout vous dire, la fête en fait ne fait que commencer. Merci à nos correspondants de nous faire vivre ces moments saisissants en Guinée-Bissau. Parlons à présent coopération énergétique. Dans un continent où moins de 40%, soit un Africain sur deux, a accès à l'électricité, les dirigeants se doivent de diversifier les sources d'approvisionnement pour satisfaire la demande. Ceci passe par la construction des centrales nucléaires et à cet effet, la Fédération de Russie se montre disposée du fait de son grand potentiel dans le domaine. Loin d'être un effet de mode, l'énergie nucléaire est plus que jamais une nécessité pour le continent compte tenu des enjeux. Allons en savoir plus dans cet élément. Dans une interview accordée à l'agence de presse russe RIA Novosti, Boris Titov, représentant spécial du président russe pour les relations avec les organisations internationales en vue de la réalisation des objectifs de développement durable et coprésident du comité russo-chinois pour l'amitié, la paix et le développement, reconnaît que la demande d'électricité du continent augmente en raison d'une croissance démographique active, un atout sur lequel compte surfer la Fédération de Russie qui dispose d'un grand potentiel dans le domaine de la construction des centrales nucléaires.
Aujourd'hui, pour la construction de centrales nucléaires, des pays très proches de nous sont envisagés, à savoir le Kazakhstan, la même Chine et la Turquie. Je pense que dans un avenir proche, le développement de l'Afrique commencera. C'est en Afrique que la population croît le plus rapidement. Tout le monde a besoin d'électricité, donc bien sûr, ils vont commencer à construire des centrales nucléaires et compte tenu de nos relations de longue date, la Russie a un grand potentiel dans ce domaine. À cet effet, Boris Titov met en évidence l'expertise de Rosatom, la première entreprise au monde disposant de 33 unités de production dans 10 pays. En Afrique, par exemple, l'Agence fédérale de l'énergie atomique est engagée dans la construction de la centrale nucléaire d'El Daba, la première centrale nucléaire d'Égypte. Loin d'être le seul exemple, le Mali et le Niger ont signé en 2023 avec la même entreprise un mémorandum d'entente visant à développer le secteur nucléaire civil. Aussi, compte tenu des enjeux, l'énergie nucléaire est une nécessité dans un continent où moins de 40%, soit moins d'un Africain sur deux, a accès à l'électricité selon la Banque mondiale. Les pouvoirs publics se doivent de diversifier les sources d'approvisionnement pour satisfaire la demande. Merci à vous, Nguéné, pour ce point sur la coopération énergétique Russie-Afrique que nous ne manquerons pas chez For You Midi Africa de poursuivre en termes d'actualité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de For You Midi. Plus qu'un devoir, vous comptez l'actualité africaine et internationale est une vocation, également un plaisir. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. Indeed, ladies and gentlemen, thank you for your keen attention. Information continues only on For You Media Africa. Thank you for watching and do have a beautiful day in company of our programs.